Le vent atlantique fouettait les falaises de granit de Saint-Malo avec une violence qui semblait personnelle, comme si l'océan cherchait à réclamer quelque chose qui lui avait été arraché. Julien Moreau ajusta sa vareuse de laine épaisse et tira une dernière fois sur sa cigarette avant de la jeter dans les eaux noires du port. À 42 ans, il portait sur son visage buriné par le sel et le soleil les stigmates d'une vie entière passée en mer, mais aussi quelque chose de plus sombre, une mélancolie qui semblait avoir pris racine dans ses yeux bleus délavés. Les autres marins du port le respectaient pour son expertise et sa connaissance intime des courants bretons, mais ils gardaient leur distance, conscients qu'une douleur invisible mais palpable entourait cet homme comme un halo. Ce matin-là, comme tous les autres depuis 5 longues années, Julien se dirigeait vers son bateau, le Marie Morgan, un chalutier de 12 mètres aux flancs bleus et blancs, écaillé par les embruns, son refuge flottant et sa prison à la fois. L'air marin portait l'odeur familière des algues, du goudron et du poisson, mélangés aux effluves de café qui s'échappaient des bistrots du port, où les pêcheurs prenaient leur petit déjeuner avant l'aube. Julien connaissait chaque pierre de ces quais pavés, chaque recoin de cette ville fortifiée où sa famille vivait depuis des générations. Son grand-père avait été marin, son père aussi, et Étienne aurait dû continuer cette tradition maritime qui coulait dans leurs veines comme une seconde nature. Mais Étienne n'était plus là pour perpétuer l'héritage familial, et cette absence pesait sur Julien comme un boulet attaché à sa conscience. Chaque matin, en préparant ses filets et en vérifiant son moteur, il revoyait le sourire insouciant de son frère cadet, ses cheveux blonds ébouriffés par le vent et ses yeux pétillants d'une joie de vivre qui contrastait si cruellement avec sa propre mélancolie actuelle. Sur le pont de son bateau, Julien manipulait ses cordages avec la précision automatique de l'habitude, ses mains calleuses accomplissant les gestes millénaires de la préparation maritime. Il avait toujours préféré partir seul depuis la mort d'Étienne, refusant systématiquement les offres d'aide des jeunes marins du port qui cherchèrent du travail. La solitude était devenue sa compagne la plus fidèle, un silence qui lui permettait d'entendre les voix du passé, sans être interrompu par les banalités du présent. Aujourd'hui, cependant, quelque chose dans l'atmosphère semblait différent. Les mouettes tournoyaient avec une agitation inhabituelle au-dessus des eaux grises, et le vent portait des nuages plus sombres que d'ordinaire. Julien connaissait assez bien la mer pour savoir qu'elle préparait quelque chose, mais il n'aurait jamais imaginé que ce changement ne viendrait pas des éléments, mais d'une jeune femme aux cheveux châtains qui observait son manège depuis le quai, un carnet à la main et une détermination farouche dans le regard. Amélie Dubois avait quitté Paris la veille, après avoir convaincu son rédacteur en chef de la laisser enquêter sur les naufrages historiques de la côte bretonne pour une série d'articles sur les traditions maritimes françaises. À 28 ans, cette journaliste indépendante avait déjà acquis une solide réputation pour sa capacité à dénicher des histoires humaines captivantes derrière les faits divers, mais Saint-Malo représentait pour elle bien plus qu'un simple sujet d'article. Sa propre grand-mère paternelle était née dans cette région, et elle avait grandi en entendant des récits de tempêtes, de courage et de tragédie qui avaient façonné sa fascination pour les histoires de mer. En regardant Julien préparer son départ, elle reconnaissait cette concentration particulière des marins expérimentés, cette communion silencieuse avec leur embarcation qui témoignait d'une relation profonde et respectueuse avec l'océan. Mais elle percevait aussi autre chose dans ses gestes, une lenteur mélancolique qui suggérait un poids invisible, une blessure qui ne guérissait pas. Depuis son arrivée, Amélie avait passé des heures aux archives municipales et au musée maritime, épluche les registres des naufrages et les témoignages des familles endeuillées. C'est là qu'elle était tombée sur le dossier d'Étienne Moreau, disparu en mer il y a 5 ans lors d'une sortie de pêche avec son frère aîné, seul survivant du naufrage. L'histoire officielle parlait d'une tempête soudaine, d'un chavirage et d'un corps jamais retrouvé, mais certains détails dans les témoignages l'intriguaient. Des pêcheurs avaient mentionné avoir vu des signaux lumineux dans la zone du naufrage plusieurs heures après la disparition officielle, et un garde-côte retraité avait évoqué des incohérences dans les courants ce jour-là. Ces éléments n'étaient peut-être que des coïncidences, mais l'instinct journalistique d'Amélie lui soufflait qu'il y avait là une histoire plus complexe que ne le laissaient transparaître les rapports officiels. En observant Julien, elle se demandait quelle version de cette tragédie il portait en lui, et si elle avait le droit moral de rouvrir des blessures qui semblaient encore saigner. Le soleil commençait à percer la brume matinale, projetant des rayons dorés sur les remparts de la ville fortifiée et faisant scintiller la surface de l'eau comme des milliers de diamants liquides. Julien largua les amarres de son bateau et mit le moteur en marche, le ronronnement familier du diesel résonnant contre les murs du port.
Il ne remarqua pas immédiatement la jeune femme qui s'approchait de son embarcation, trop absorbée par les vérifications d'usage et par ses pensées qui, comme chaque matin, dérivaient inexorablement vers ce jour maudit de novembre, où tout avait basculé. Amélie hésita un instant au bord du quai, consciente qu'elle s'apprêtait à franchir une ligne invisible, à pénétrer dans l'intimité douloureuse d'un homme qui avait visiblement choisi l'isolement comme mécanisme de défense. Mais sa curiosité professionnelle et sa compassion humaine l'emportèrent sur ses scrupules, et elle fit le premier pas vers une rencontre qui allait bouleverser l'existence ordonnée et mélancolique que Julien s'était construite. « Excusez-moi, monsieur Moreau ?» appela-t-elle d'une voix claire qui perça le bruit du moteur et des mouettes. Julien leva les yeux, surpris d'entendre son nom dans la bouche d'une inconnue, et croisa pour la première fois le regard déterminé d'Amélie Dubois. Dans cet instant suspendu entre la question et la réponse, entre le passé et l'avenir, ni l'un ni l'autre ne pouvaient imaginer que cette rencontre apparemment anodine allait déclencher une série d'événements qui remettraient en question tout ce que Julien croyait savoir sur la mort de son frère et révélerait des vérités enfouies depuis 5 ans dans les profondeurs troubles de la mémoire et de la culpabilité. Julien coupa le moteur de son bateau et observa cette jeune femme qui venait de prononcer son nom avec une assurance qui le déstabilisait. Dans le silence soudain qui s'installa, seuls résonnaient les cris des mouettes et le clapotis des vagues contre la coque du Mary Morgan. Amélie tenait fermement son carnet contre sa poitrine, consciente que les prochaines minutes détermineraient si cet homme accepterait de lui parler ou si elle devrait abandonner cette piste qui l'intriguait tant. Le visage de Julien s'était durci, ses traits se creusant sous l'effet d'une méfiance instinctive face à cette intrusion dans sa routine matinale. Il avait appris depuis longtemps à reconnaître les journalistes, ces chasseurs d'histoire qui débarquaient parfois au port pour écrire des articles romantiques sur la vie des pêcheurs bretons, ignorant généralement la réalité brutale de ce métier et les drames personnels qui se cachaient derrière les cartes postales pittoresques. « Qui êtes-vous et que me voulez-vous » demanda-t-il d'une voix rauque marquée par des années de tabac et de cris lancés par-dessus le rugissement des tempêtes. Amélie sentit toute l'hostilité contenue dans cette question directe, mais aussi quelque chose de plus vulnérable, comme si cet homme redoutait par-dessus tout qu'on vienne troubler l'équilibre précaire qu'il avait mis des années à construire autour de sa douleur. Elle prit une profonde inspiration, humant l'air salé qui portait les odeurs mélangées du varech et du goudron, et choisit ses mots avec le soin d'une diplomate abordant un territoire miné. « Je m'appelle Amélie Dubois, je suis journaliste, et je travaille sur un article concernant les naufrages historiques de la région bretonne. Votre histoire, celle de votre frère Étienne, elle m'interpelle pour des raisons que j'aimerais pouvoir vous expliquer si vous acceptez de m'accorder quelques minutes. » Le nom d'Étienne tomba entre eux comme une pierre jetée dans l'eau calme, créant des ondulations de silence qui semblèrent s'étendre jusqu'aux confins du port. Julien serra les poings, ses jointures blanchissant sous l'effet d'une colère mêlée de douleur qui remontait à la surface comme un cadavre longtemps immergé. Pendant 5 ans, il avait soigneusement évité toute conversation sur son frère, repoussant les questions compatissantes des voisins, les tentatives de réconciliation de sa mère et les invitations aux commémorations familiales. Cette jeune Parisienne aux yeux verts perçants venait de prononcer le prénom interdit avec une désinvolture qui lui donnait envie de larguer immédiatement les amarres et de fuir vers le large, là où personne ne pourrait plus l'atteindre avec des mots qui réveillèrent les fantômes. « Mon frère est mort, mademoiselle. Il n'y a aucune histoire à raconter là-dessus, juste un accident de mer comme il y en a eu des centaines dans cette région. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail qui m'attend. » Mais Amélie n'était pas femme à abandonner facilement, surtout quand elle sentait qu'une vérité importante se cachait derrière les défenses d'un interlocuteur. Elle avait remarqué la façon dont les épaules de Julien s'étaient voûtées à la mention d'Étienne, comme si le poids de ce prénom était physiquement insupportable. Et cette réaction ne faisait que renforcer sa conviction qu'il y avait là une histoire plus complexe que ne le laissaient supposer les rapports officiels. « Monsieur Moreau, je comprends votre réticence, et je respecte votre douleur. Mais j'ai découvert certains éléments dans les archives qui suggèrent que la nuit où Étienne a disparu, il s'est passé des choses que personne n'a vraiment expliquées. Des témoins ont vu des signaux lumineux, des gardes-côtes ont relevé des incohérences dans les courants. Je ne cherche pas à rouvrir vos blessures par sadisme, mais parce que je pense que vous avez le droit de connaître toute la vérité sur ce qui est arrivé à votre frère. » Ces mots eurent l'effet d'un coup de poing dans l'estomac de Julien. Pendant des années, il s'était accroché à la version officielle des événements comme à une bouée de sauvetage, se répétant que la tempête avait été si violente et si soudaine qu'il n'aurait rien pu faire pour sauver Étienne.
Cette culpabilité était déjà assez lourde à porter sans qu'on vienne y ajouter le poids de détails inconnus qui pourraient me suggérer qu'une action différente de sa part aurait pu changer le cours des choses. Il regarda Amélie avec une expression où se mélangeaient la colère, la peur et une curiosité malgré lui éveillée par cette évocation de témoignages qu'il n'avait jamais entendus. « Quels signaux lumineux? De quoi parlez-vous exactement ?» demanda-t-il malgré lui, sa voix trahissant un tremblement qu'il aurait voulu dissimuler. Amélie sentit qu'elle avait trouvé la faille dans l'armure de cet homme, le point sensible qui pourrait l'amener à accepter de l'écouter, malgré sa réticence évidente. Un pêcheur de dinars, Jean-Baptiste Le Goff, a déclaré avoir vu des fusées de détresse tirées depuis votre zone de naufrage, mais plusieurs heures après l'heure officielle de votre sauvetage. Il n'a pas osé en parler à l'époque parce qu'il pêchait illégalement dans des eaux interdites, mais aujourd'hui il est prêt à témoigner. Amélie ouvrit son carnet et en sortit une photocopie d'un témoignage manuscrit, qu'elle tendit vers Julien avec des gestes lents et prudents, comme on approche un animal blessé. De plus, Claude Bertrand, un ancien garde-côte qui travaillait ce jour-là, m'a confié que les courants n'allaient pas dans la direction indiquée dans le rapport officiel. Selon lui, si quelqu'un était tombé à l'eau à l'endroit et à l'heure mentionnée, le corps aurait dû être emporté vers les îles du Large, pas vers les côtes rocheuses, où vous avez dit l'avoir perdu de vue. Julien prit le document d'une main tremblante, ses yeux parcourant les lignes d'une écriture paysanne appliquée, qui décrivait avec une précision troublante des détails qu'il n'avait jamais entendus auparavant. Les mots semblaient danser devant ses yeux, reconstituant une version alternative de cette nuit cauchemardesque qui avait détruit sa vie. Il se souvenait parfaitement de chaque minute de ce naufrage, l'arrivée soudaine de la tempête, les vagues qui avaient submergé leur petit bateau, sa lutte désespérée pour maintenir Étienne à la surface alors que les éléments déchaînés les séparaient inexorablement. Mais ces témoignages suggéraient que son frère avait peut-être survécu plus longtemps qu'il ne l'avait cru, qu'il avait peut-être eu le temps d'envoyer des signaux de détresse, qu'il avait peut-être dérivé vivant vers des zones où Julien n'avait jamais pensé à le chercher. Pourquoi personne ne m'a jamais parlé de ça? Pourquoi les gardes-côtes n'ont-ils pas élargi les recherches si les courants n'allaient pas dans la bonne direction? La voix de Julien était maintenant brisée par l'émotion, et Amélie sentit son cœur se serrer devant cette détresse brute qui transparaissait malgré les efforts de cet homme pour conserver sa dignité. Elle avait déjà mené des dizaines d'interviews difficiles, mais rarement elle s'était trouvée face à une douleur aussi palpable, aussi profondément enracinée dans l'âme de quelqu'un. Les recherches officielles ont été interrompues après 48 heures, à cause d'une autre urgence en mer, et ensuite, elle hésita, consciente que les mots qu'elle s'apprêtait à prononcer allaient faire encore plus de mal. Ensuite, il semble qu'il y ait eu des négligences administratives, des témoignages non recueillis, des indices non explorés, comme si tout le monde avait eu hâte de classer l'affaire et d'oublier cette tragédie. Julien laissa échapper un sanglot étouffé, ses défenses s'écroulant d'un coup sous le poids de cette révélation qui transformait sa culpabilité de survivant en une interrogation beaucoup plus torturante. Et si Étienne avait pu être sauvé? Le silence qui s'installa alors entre eux était chargé d'une tension émotionnelle presque insoutenable. Autour d'eux, la vie du port continuait son cours habituel. Les pêcheurs chargeaient leurs filets, les marchands ouvraient leurs étals, les premiers touristes commençaient à déambuler sur les quais pavés. Mais dans cette bulle d'intimité douloureuse qui s'était créée entre le bateau de Julien et le quai où se tenait Amélie, le temps semblait suspendu, comme si l'univers entier retenait son souffle en attendant la suite de cette conversation qui venait de faire basculer l'existence ordonnée d'un homme dans l'incertitude la plus terrifiante. Les jours qui suivirent cette première rencontre transformèrent complètement la routine immuable de Julien. Pour la première fois depuis 5 ans, il ne partait plus en mer à l'aube avec la régularité d'une horloge. Au lieu de cela, il arpentait les quais du port comme un homme hanté, ressassant les révélations d'Amélie et se demandant comment il avait pu vivre si longtemps dans l'ignorance de détails qui remettaient en question tout ce qu'il croyait savoir sur la mort de son frère. Amélie, de son côté, avait élu domicile dans un petit hôtel face au port, d'où elle pouvait observer les allées et venues de Julien, tout en continuant ses recherches dans les archives locales et en contactant d'autres témoins potentiels de cette nuit fatidique. Elle sentait qu'elle tenait là une histoire extraordinaire, mais aussi qu'elle portait une responsabilité énorme envers cet homme dont elle avait bouleversé l'existence avec ses révélations. Entre eux s'était installée une relation étrange, faite de méfiance mutuelle et de fascination réciproque, comme si chacun avait besoin de l'autre pour avancer dans cette quête de vérité qui les obsédait désormais tous les deux. Ce matin-là,
Amélie retrouva Julien assis sur un banc face à la mer, le regard perdu vers l'horizon où disparaissaient les bateaux de pêche dans la brume matinale. Il tenait à la main une photographie jaunie qu'elle reconnut immédiatement. Étienne et lui, souriants et bronzés, posant fièrement devant un énorme thon qu'ils avaient pêché ensemble l'été précédent la tragédie. « J'ai appelé Jean-Baptiste Le Goff hier soir », dit-elle en s'asseyant à côté de lui sur le bois usé par les embruns. « Il accepte de nous rencontrer cet après-midi. Il vit maintenant dans une maison de retraite à Dinard, mais il garde tous ses souvenirs intacts. » Julien ne répondit pas immédiatement, continuant à fixer cette image du passé où son frère semblait si vivant, si plein d'avenir, qu'elle rendait son absence actuelle encore plus insupportable. « Vous savez ce qui me torture le plus ?» murmura-t-il finalement d'une voix brisée. « C'est de penser qu'Étienne a peut-être passé des heures à attendre que je vienne le chercher, à scruter l'horizon en espérant voir arriver des secours qui ne sont jamais venus parce que tout le monde cherchait au mauvais endroit. » L'après-midi les conduisit dans les rues pavées de Dinard, où Jean-Baptiste Le Goff les attendait dans le salon lumineux de la résidence Les Embruns, face aux jardins fleuris qui dominèrent la baie. Âgé de 75 ans, cet ancien pêcheur avait conservé le regard perçant de ceux qui ont passé leur vie à scruter les caprices de la mer, et ses mains noueuses témoignaient de décennies de lutte contre les éléments. « Je savais bien qu'un jour quelqu'un viendrait me demander de raconter cette histoire, » dit-il en serrant chaleureusement la main de Julien. « Votre frère et vous, vous étiez connus au port pour votre courage et votre solidarité. Ce qui s'est passé cette nuit-là, ça m'a toujours tracassé. » Il les invita à s'asseoir autour d'une petite table, où il avait préparé du café et des galettes bretonnes, créant une atmosphère de confidence intime qui contrastait avec la gravité du sujet qu'ils allaient aborder. Vous comprenez, j'étais pas censé être en mer ce jour-là. Ma licence était suspendue à cause d'une histoire de quotas dépassés, mais les dettes s'accumulent et la famille, elle mange tous les jours. Jean-Baptiste but une gorgée de café, ses yeux se perdant vers la fenêtre où la mer scintillait sous le soleil de l'après-midi. Puis il commença son récit d'une voix posée mais chargée d'émotion. Il devait être dans les 11 heures du soir quand j'ai vu les premières fusées. J'étais vers les roches de la Corbière, vous savez, là où l'eau est profonde et où les bars viennent se nourrir la nuit. Au début, j'ai cru que c'était les gardes-côtes qui faisaient un exercice, mais les fusées venaient de plus loin vers les îlots du Petit Bay. Julien sentit son cœur s'emballer. Les îlots du Petit Bay se trouvaient à plusieurs kilomètres de l'endroit où il avait officiellement perdu Étienne de vue, dans une direction complètement différente de celle où s'étaient concentrées les recherches officielles. « Combien de temps ont duré ces signaux ?» demanda Amélie, prenant consciencieusement des notes dans son carnet. « Bien une demi-heure, peut-être plus. C'était régulier, comme si quelqu'un suivait une procédure de secours. Après, ça s'est arrêté d'un coup, et j'ai plus rien vu. » Le vieil homme marqua une pause, visiblement ému par ses propres souvenirs, puis reprit d'une voix plus grave. « Le lendemain matin, quand j'ai appris qu'il y avait eu un naufrage dans le secteur et qu'on cherchait un disparu, j'ai voulu aller voir les gardes-côtes pour leur parler de mes fusées. Mais mon voisin, Henri Calvez, il m'a déconseillé. Il m'a dit que si j'avouais avoir été en mer sans autorisation, je risquais la prison ferme et la confiscation définitive de mon bateau. » Jean-Baptiste baissa la tête, portant visiblement depuis des années le poids de ce silence qu'il considérait comme une lâcheté. « J'ai eu tort, monsieur Moreau. J'aurais dû parler malgré les risques. Peut-être que ça aurait changé quelque chose pour votre frère. » Julien posa sa main sur l'épaule du vieil homme, reconnaissant dans ce geste la solidarité instinctive des gens de mer face aux épreuves communes. « Vous ne pouviez pas savoir, monsieur Le Goff. Et puis, même si vous aviez parlé, ça n'aurait peut-être rien changé. Mais maintenant, dites-moi, vous pensez vraiment qu'Étienne a pu dériver jusqu'aux îlots? Avec les courants de cette nuit-là, c'est possible, oui. Il y avait une marée montante particulièrement forte et le vent soufflait du sud-ouest. Si votre frère avait une bouée ou un morceau d'épave pour flotter, il aurait très bien pu être emporté dans cette direction. » Jean-Baptiste sortit de sa poche une carte marine annotée de sa propre main, sur laquelle il avait tracé au crayon les courants et les vents de cette nuit mémorable. « Regardez, là où vous dites avoir chaviré, le courant principal porte vers le large, c'est vrai. Mais il y a un contre-courant côtier qui longe les roches et qui peut pousser vers les îles par gros temps. Les gardes-côtes, ils connaissent pas forcément ces petits détails que nous. On apprend en pêchant tous les jours au même endroit. » Amélie étudia attentivement cette carte improvisée, comprenant qu'elle tenait là une pièce essentielle du puzzle qu'elle tentait de reconstituer depuis plusieurs jours. « Monsieur Le Goff, est-ce que vous accepteriez de témoigner officiellement de ce que vous avez vu cette nuit-là? Il n'est jamais trop tard pour rétablir la vérité. » Le vieil homme hocha lentement la tête, un sourire mélancolique illuminant son visage buriné.
Ma conscience me pèse depuis 5 ans, mademoiselle. Si ça peut aider à comprendre ce qui s'est vraiment passé, je suis prêt à raconter mon histoire à qui voudra l'entendre. » En ressortant de la résidence, Julien et Amélie marchèrent en silence le long de la promenade du clair de lune, digérant les implications de ce témoignage qui bouleversait complètement la version officielle des événements. Le soleil commençait à décliner vers l'horizon, peignant le ciel de nuances orangées qui se reflétaient sur les eaux calmes de la baie, créant un paysage d'une beauté paisible qui contrastait cruellement avec la tempête émotionnelle qui agitait l'âme de Julien. « Il faut que j'aille voir ces îlots », dit-il soudain, rompant le silence contemplatif qui s'était installé entre eux. « Il faut que je sache si Étienne a vraiment pu arriver jusque-là, et si oui. » Sa voix se brisa avant qu'il puisse terminer sa phrase. Mais Amélie comprit parfaitement ce qu'il n'osait pas exprimer. L'espoir terrible et merveilleux qu'Étienne ait pu survivre plus longtemps qu'on ne l'avait cru, et la culpabilité dévastatrice de ne pas avoir cherché au bon endroit. Cette nuit-là, Julien ne ferma pas l'œil. Arpentant sa petite maison du vieux Saint-Malo en ressassant les révélations de Jean-Baptiste Le Goff et en échafaudant 1000 hypothèses sur ce qui avait pu arriver à Étienne après leur séparation forcée dans les flots déchaînés. Pour la première fois depuis 5 ans, la mort de son frère n'était plus une certitude absolue, mais une interrogation douloureuse, et cette incertitude ravivée était à la fois un espoir et un cauchemar. Dans sa chambre d'hôtel, Amélie travaillait elle aussi jusqu'aux premières lueurs de l'aube, compilant tous les témoignages recueillis et préparant l'étape suivante de leur enquête commune, l'exploration des îlots du Petit B, où se cachait peut-être la clé de ce mystère qui obsédait désormais leurs existences respectives. L'aube se levait dans un ciel plombé lorsque Julien et Amélie embarquèrent sur le Mary Morgan pour rejoindre les îlots du Petit B. La mer était relativement calme, mais Julien sentait dans l'air cette électricité particulière qui précède les gros temps, cette tension atmosphérique que tout marin expérimenté apprend à reconnaître et à redouter. Amélie s'était équipée d'un appareil photo étanche et de plusieurs carnets, déterminée à documenter minutieusement cette exploration qui pourrait révéler des indices laissés par Étienne 5 ans plus tôt. En s'éloignant du port, Julien ne put s'empêcher de repenser à toutes les fois où il avait navigué dans ces eaux avec son frère, partageant cette complicité silencieuse des marins unis face à l'immensité océanique. Aujourd'hui, cette même mer qui avait été leur terrain de jeu et leur gagne-pain allait peut-être lui révéler des secrets qu'elle gardait jalousement depuis trop longtemps, transformant sa douleur de survivant en une quête de vérité dont l'issue demeurait terrifiante d'incertitude. Les îlots du Petit B apparurent progressivement dans la brume matinale, émergeant des eaux grises comme les vestiges d'un monde englouti. Ces formations rocheuses, sculptées par des millénaires d'érosion marine, abritaient une végétation rase et résistante, ponctuée de colonies d'oiseaux marins qui s'envolaient dans un concert de cris stridents à l'approche du bateau. Julien manœuvra prudemment entre les récifs affleurants, cherchant un mouillage sûr où il pourrait débarquer sans risquer d'endommager la coque de son chalutier. Là-bas, il y a une petite crique abritée, dit-il en pointant vers une échancrure dans la roche où l'eau prenait une teinte turquoise révélatrice de fond sableux. Si Étienne a vraiment dérivé jusqu'ici, c'est probablement là qu'il aurait pu échouer. Les courants poussent tout ce qui flotte vers cette zone. Amélie scruta attentivement cette portion de côte sauvage, essayant d'imaginer un homme épuisé et glacé, luttant pour atteindre ces rochers, qui représentaient peut-être sa seule chance de survie dans la nuit tragique. Une fois le bateau solidement ancré, ils gagnèrent la petite plage de galets à bord du canot pneumatique de Julien. Le silence qui régnait sur l'îlot était troublant, seulement rompu par le clapotis régulier des vagues et les cris lointains des goélands. Amélie commença immédiatement à photographier les lieux sous tous les angles, cherchant des traces d'un passage humain ancien, tandis que Julien explorait méthodiquement la côte rocheuse en quête d'indices que 5 années d'intempéries n'auraient pas effacé. « Regardez ça !» appela-t-elle soudain, accroupie près d'un amas de rochers qui formait un abri naturel contre les vents dominants. « Il y a des traces de feu ici, des pierres noircies et des cendres sous cette avancée rocheuse. » Julien la rejoignit en quelques enjambées, son cœur battant si fort qu'il craignait qu'Amélie ne l'entende. Les traces étaient indéniables. Quelqu'un avait allumé un feu à cet endroit, protégé des éléments par la configuration naturelle de la roche, et les résidus de combustion suggéraient que ce feu avait brûlé pendant plusieurs jours consécutifs. En fouillant plus minutieusement les environs de ce foyer improvisé, Amélie découvrit d'autres indices troublants, des restes de coquillages manifestement ouverts par une main humaine, des morceaux de tissu décolorés accrochés aux aspérités rocheuses, et surtout, gravés dans la pierre tendre avec un objet pointu,
un EM, suivi d'une date qui fit vaciller Julien sur ses jambes. Étienne Moreau, 15 novembre, lut Amélie d'une voix tremblante. C'est 3 jours après votre naufrage officiel. Julien s'effondra sur les galets, submergé par une émotion si violente qu'elle lui coupait la respiration. Son frère avait survécu. Il avait atteint ces rochers. Il avait vécu au moins 3 jours de plus que tout le monde ne l'avait cru. 3 jours pendant lesquels Julien avait cessé de chercher, persuadé qu'Étienne gisait au fond de l'océan. Mon Dieu, Amélie, il était vivant. Il était là, si près de la côte, et personne n'est venu le chercher. Personne n'a pensé à regarder ici. Les sanglots secouèrent ses épaules tandis qu'il caressait de ses doigts tremblants ses initiales gravées par son frère, comme un ultime message d'espoir. Amélie s'agenouilla à côté de lui, partageant cette émotion brute qui les dépassait tous les deux. Elle avait couvert de nombreuses tragédies humaines dans sa carrière journalistique, mais jamais elle ne s'était trouvée si directement confrontée à la douleur à l'état pur, à cette culpabilité dévastatrice qui rongeait Julien depuis 5 ans et qui venait de prendre une dimension encore plus insoutenable. « Il faut continuer à chercher », dit-elle doucement, en posant sa main sur l'épaule de cet homme brisé. S'il a survécu 3 jours, il a peut-être laissé d'autres traces, d'autres indices qui nous aideront à comprendre ce qui lui est arrivé ensuite. Ils passèrent le reste de la matinée à explorer systématiquement chaque recoin de l'îlot, découvrant d'autres signes d'une présence humaine prolongée. Un abri de fortune construit avec des branches de driftwood, des tentatives d'allumage de feux de signalisation sur les points hauts de l'île, et même une sorte de calendrier rudimentaire gravé dans la roche, comptant apparemment une 15aine de jours, avant de s'arrêter brutalement. C'est en fin de matinée qu'Amélie fit la découverte la plus bouleversante. En explorant une anfractuosité rocheuse à demi cachée par les algues, elle tomba sur une bouteille en verre soigneusement bouchée et protégée des éléments dans une cavité naturelle. « Julien, venez voir. » L'urgence de sa voix fit accourir le marin, qui reconnut immédiatement la bouteille de rhum que lui et Étienne emportaient toujours en mer pour se réchauffer par gros temps. À l'intérieur, un morceau de papier était visible, préservé de l'humidité par le bouchon de liège encore intact. Avec des gestes infiniment précautionneux, comme s'il manipulait la chose la plus fragile au monde, Julien déboucha la bouteille et en extirpa délicatement le message que son frère avait laissé. L'écriture était celle d'Étienne, reconnaissable entre mille malgré les traces d'humidité qui avaient légèrement altéré l'encre. « Mon cher Julien, si tu trouves ce message, sache que je ne t'en veux pas pour ce qui s'est passé. La tempête nous a pris par surprise et tu as fait tout ce que tu pouvais pour me sauver. J'ai survécu 15 jours sur cette île, espérant chaque jour voir arriver des secours, mais je sens mes forces qui s'amenuisent. Si je ne m'en sors pas, dis à maman que je l'aime, et vis ta vie sans culpabilité. La mer nous a donné tant de bonheur ensemble, ne la laisse pas te voler ton avenir. Ton frère qui t'aime, Étienne. » Le silence qui suivit la lecture de cette lettre testamentaire était chargé d'une émotion si intense qu'elle semblait matérialiser l'esprit d'Étienne entre eux. Julien serrait le message contre son cœur, pleurant enfin toutes les larmes qu'il avait retenues pendant 5 années de culpabilité et de solitude. Amélie, elle-même bouleversée par cette découverte extraordinaire, comprenait qu'elle assistait à un moment de vérité absolue, à la réconciliation posthume entre 2 frères que la tragédie avait séparés, mais que l'amour fraternel reliait par-delà la mort. « C'est ton frère, perdu en mer », murmura-t-elle en regardant Julien avec des yeux remplis de larmes, reprenant inconsciemment les mots qui avaient donné naissance à cette quête de vérité. Et dans ce regard échangé sur cette île battue par les vents, entre les vestiges de la survie désespérée d'Étienne et la douleur apaisée de Julien, se scellait une compréhension mutuelle qui transcendait leurs histoires personnelles pour toucher à l'universel de la condition humaine face à la perte, au pardon et à la rédemption. L'après-midi était déjà avancé quand ils regagnèrent Saint-Malo, porteurs d'une vérité qui allait transformer non seulement la vie de Julien, mais aussi celle d'Amélie, désormais liée pour toujours à cette histoire d'amour fraternel et de réconciliation. Sur le chemin du retour, alors que les côtes bretonnes se rapprochaient dans la lumière dorée du couchant, Julien parla enfin d'Étienne, avec des mots de tendresse et de fierté plutôt que de culpabilité, racontant à Amélie leurs rêves communs, leurs projets de pêche au large, leur complicité de toujours qui avait survécu à la séparation définitive. Et Amélie comprit qu'au-delà de l'article extraordinaire qu'elle allait pouvoir écrire, elle avait participé à quelque chose de plus précieux encore, la guérison d'une âme blessée et la renaissance d'un homme qui allait pouvoir enfin honorer la mémoire de son frère sans se détruire dans la culpabilité.